En 1965, personne ne savait encore que trois jeunes hommes, dans une petite usine du nord de l'Italie, étaient en train de changer le monde de l'automobile pour toujours. Giampaolo Dallara n'avait que 25 ans, Paolo Stanzani n'en avait pas encore 30, et le pilote d'essai néo-zélandais Bob Wallace avait plus d'essence dans le sang que de raison dans la tête. Ces trois passionnés travaillaient officiellement pour Lamborghini en tant qu'ingénieurs, mais le soir, quand l'usine se vidait, ils mijotaient un plan si fou que leur propre patron le refusait catégoriquement. Ils voulaient construire une voiture de sport à moteur central, quelque chose qui n'avait encore jamais roulé sur les routes ouvertes au public. Ferruccio Lamborghini, le fondateur de l'entreprise, avait une opinion bien tranchée sur cette folie. Hors de question. Il voulait construire d'élégantes Gran Turismo, pas des voitures de course déguisées pour la route. Mais les trois jeunes rebelles n'écoutèrent pas leur chef. Ils utilisèrent leur temps libre pour travailler en secret sur un châssis révolutionnaire qui allait secouer toute l'industrie du sport automobile. L'histoire avait en réalité commencé un peu plus tôt, en 1964, quand Ferruccio Lamborghini décida de donner une leçon à Ferrari. Ce prospère fabricant de tracteurs s'était mis en colère contre Enzo Ferrari, qui avait ignoré ses plaintes concernant l'embrayage défectueux d'une de ses Ferrari. Ferruccio n'était pas homme à avaler les affronts sans réagir. Il fonda sa propre maison automobile et recruta les meilleurs ingénieurs disponibles, parmi lesquels l'ancien ingénieur Ferrari Giotto Bizzarini, qui développa un moteur V12 à couper le souffle. Les premiers modèles Lamborghini, la 350 GT et la 400 GT, étaient déjà des machines impressionnantes, mais elles restaient des Gran Turismo classiques avec le moteur à l'avant. Dallara, Stanzani et Wallace voulaient aller plus loin. Ils rêvaient de quelque chose de radical, directement inspiré des voitures de compétition. Le concept de moteur central était alors l'apanage exclusif des monoplaces de course. Tous les grands constructeurs étaient convaincus qu'une telle configuration était bien trop dangereuse pour le commun des mortels. La tenue de route était réputée trop difficile, trop imprévisible, mortelle pour quiconque n'était pas pilote professionnel. Mais les trois jeunes ingénieurs pensaient autrement. Ils avaient une vision. Si l'on parvenait à répartir parfaitement les masses, si l'on installait le moteur en travers plutôt que dans le sens de la longueur, on pourrait créer quelque chose d'exceptionnel. L'inspiration vint d'un endroit totalement inattendu, la petite Mini Cooper britannique. Cette citadine avait son moteur monté transversalement pour gagner de la place. Dallara perçut immédiatement le génie de ce principe. Si l'on faisait pivoter le puissant V12 de la 400 GT de 90 degrés et qu'on l'installait en travers derrière l'habitacle, on pourrait le loger dans un châssis compact tout en obtenant une répartition des masses idéale. Les trois hommes travaillèrent pendant des mois sur ce projet durant leurs heures de loisirs. Ils assemblèrent un cadre en acier, y percèrent des trous pour alléger l'ensemble et calculèrent chaque détail avec une précision obsessionnelle. L'épine dorsale du châssis était un tunnel central auquel étaient fixées les cloisons avant et arrière ainsi que le plancher. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, mais il manquait l'essentiel, la carrosserie. À l'automne 1964, ils présentèrent à Ferruccio leur châssis nu. Le patron fut d'abord sceptique, mais il ne pouvait nier l'intelligence du concept. Il leur donna son feu vert à une condition. Ce ne serait pas une voiture de course, mais une voiture de route. Les trois ingénieurs étaient enthousiastes, mais un nouveau problème se posait. Qui allait dessiner la carrosserie de ce châssis si radical ? Le premier choix, la Carrozzeria Touring, était au bord de la faillite et dut décliner. Pininfarina était déjà surchargé de commandes. L'ensemble du projet semblait compromis avant même d'avoir démarré. Puis, à la dernière minute, Nuccio Bertone fit son apparition. Ferruccio Lamborghini l'accueillit avec un sourire ironique. « Vous êtes le dernier carrossier à se manifester. » Bertone examina le châssis nu avec l'œil d'un artiste. Il ne voyait pas simplement une pièce de métal, il voyait une sculpture qui n'attendait que d'être révélée. Sa réponse est restée dans les mémoires. Je vous promets un soulier parfait pour ce magnifique pied. Tandis que l'usine Lamborghini fermait pour les fêtes de Noël, les équipes de Bertone travaillaient dans l'ombre. À leur tête, un jeune designer de 22 ans à peine, Marcello Gandini. En quelques semaines à peine, les premières esquisses virent le jour. Elles étaient si audacieuses, si sensuelles, si fluides, que le projet fut approuvé sans la moindre modification. Gandini créa des lignes que l'on aurait dit taillées par le vent dans un bloc de glace.
Les formes ondulées au-dessus des passages de roues avant se répétaient à l'arrière. Les phares escamotables étaient surmontés de petits cils qui donnaient à la machine un visage presque humain. L'ensemble de la voiture était si plat qu'elle ne dépassait pas 110 cm de hauteur. C'était époustouflant, révolutionnaire, comme venu d'une autre planète. En mars 1966, tout était prêt pour la grande présentation au Salon de l'Automobile de Genève. Mais un petit problème subsistait. Le moteur ne rentrait pas dans son logement. Les ingénieurs, dans la précipitation, avaient oublié de vérifier que tout s'assemblait correctement. Il ne restait que quelques jours avant le salon. Que faire? La solution fut aussi absurde que géniale. Plutôt que d'installer réellement le moteur, les ingénieurs remplirent le compartiment moteur de lest, verrouillèrent le capot et donnèrent une consigne formelle. Personne n'ouvre ce capot pendant tout le salon. Le directeur commercial, Ubaldo Sgarzi, dut conduire des dizaines de journalistes qui voulaient absolument admirer le groupe moteur révolutionnaire. Ferruccio Lamborghini passa tout le salon à côté de son chef-d'œuvre vide, le cœur battant, en espérant que personne ne serait trop curieux. N'était-ce pas exactement le même stratagème que lors du lancement de la 350 GTV 3 ans plus tôt? Absolument. Fonctionnerait-il à nouveau? Parfaitement. Malgré ce gigantesque handicap, la voiture fut la sensation absolue du Salon de Genève, un véritable tremblement de terre dans le monde de l'automobile. La queue pour l'admirer n'en finissait pas. La presse ne manquait pas de superlatifs. La réputation de Marcello Gandini en tant que designer explosa du jour au lendemain. Et Ferrari? Ferrari se trouvait à quelques mètres de là avec ses voitures à moteur avant et semblait soudain désespérément dépassé. Mais le vrai triomphe vint quelques semaines plus tard. Au Grand Prix de Monaco, en mai 1966, Ferruccio Lamborghini gara lui-même la Miura désormais achevée, dans un orange flamboyant, devant le légendaire Hôtel de Paris sur la place du Casino. Comme un aimant, la machine attira tous les regards du beau monde. Les pilotes de Formule 1 tournaient autour avec respect. Des princes et des émirs du Golfe sortirent leur chéquier. La jet-set des années 60 venait de trouver son nouveau jouet. Qui voudrait encore conduire une Ferrari quand on pouvait avoir une Miura? La voiture semblait venue directement du futur. Parmi les lourdes berlines et les imposantes américaines des années 50, qui circulaient encore sur les routes européennes, la Miura faisait l'effet d'un vaisseau spatial. Elle ne mesurait que 107 cm de hauteur, plus basse que n'importe quelle Ferrari de compétition, et ses lignes coulaient comme du métal en fusion au-dessus des passages de roues. Les commandes affluèrent comme un raz de marée. Ferruccio avait initialement prévu de n'en construire que 30 exemplaires, 50 tout au plus si la demande était forte. Mais la réaction fut si extraordinaire qu'il dut porter la production à 100 unités pour 1967. Qui furent les premiers acheteurs? Le pilote de Formule 1 Jean-Pierre Beltoise en commanda une immédiatement. Le roi Fahd d'Arabie Saoudite en voulait une. Briggs Cunningham, le créateur de la première voiture de sport américaine, se devait d'en posséder une. La rockstar Rod Stewart en acheta 2 d'un coup. Mais la commande vraiment légendaire arriva 3 ans plus tard, de la part d'un homme dont le style définissait toute une époque. Le 12 décembre 1969, pour son 54e anniversaire, Frank Sinatra se rendit à l'usine de Sant'Agata bolognaise sans prévenir, avec sous le bras un rouleau de cuir de sanglier. Ses instructions étaient on ne peut plus claires. Peinture orange métallisée, sa couleur absolument préférée, intérieur en ce cuir particulier, moquette haute laine orange et lecteur de cassette 8 pistes. L'usine lui construisit exactement la voiture de ses rêves. La célèbre formule de Sinatra est depuis entrée dans la légende. On achète une Ferrari quand on veut être quelqu'un. On achète une Lamborghini quand on est quelqu'un. Cette phrase touchait au cœur de ce que représentait la Miura. Ce n'était pas seulement une voiture rapide, c'était une déclaration de statut, de goût et d'audace. Qui conduisait une Miura avait réussi et ne craignait rien. Toutefois, la romance de Sinatra avec la voiture fut étonnamment brève. Quelques années plus tard, il l'offrit à sa petite amie, Gloria Kent, qui l'échangea aussitôt contre une toute nouvelle Lamborghini Countach. La légende du jazz Miles Davis acheta lui aussi une Miura, mais son histoire se termina plus tragiquement.
En octobre 1972, sous l'emprise de la cocaïne, il roulait à 100 km/h sur le West Side Highway à New York et tenta de s'engager dans une bretelle de sortie. La Miura fit des tonneaux, les 2 chevilles de Davis se brisèrent, la voiture fut déclarée épave totale. Dès qu'il put remarcher, il en commanda une nouvelle. Qu'est-ce qui rendait la Miura si particulière sur le plan technique ? Le moteur V12 d'une cylindrée de 2,9 litres, installé en travers, développait 350 chevaux à 6500 tours par minute. La boîte de vitesse, l'embrayage et le différentiel étaient fondus en une seule pièce avec le carter moteur, une architecture directement empruntée à la Mini Cooper. Le moteur et la boîte de vitesse partageaient le même carter d'huile, une solution qui se révélerait problématique par la suite, mais qui réduisait dans un premier temps le poids et la complexité. Les câbles de commande des vitesses traversaient le bloc moteur, une autre construction audacieuse. Avec le réservoir de 77 litres, situé dans le nez à moitié plein, environ 55% du poids total reposait sur l'essieu arrière. Cette répartition des masses allait causer des problèmes ultérieurement, mais dans l'immédiat, tout le monde était trop ébloui par la vitesse pure pour s'en inquiéter. Le prix de 20 000 $ était astronomique, soit l'équivalent d'environ 140 000 marks allemands à l'époque, une fortune en 1966. Malgré cela, Lamborghini vendit exactement 275 exemplaires de la P400, comme le modèle original était désigné en interne, entre 1966 et 1969. C'était un succès triomphal pour une firme fondée seulement 3 ans plus tôt, dont le créateur n'avait voulu construire que des Gran Turismo. Mais comment allait-on progresser ? Dès les premiers essais routiers, des faiblesses apparurent que l'euphorie avait masquées. Au-delà de 200 km/h, la direction devenait étrangement légère. L'avant voulait décoller. Des pilotes rapportèrent une terreur absolue à vitesse maximale. Les faiblesses de la P400 originale étaient devenues évidentes. À 220 km/h, le volant semblait soudain immatériel, l'avant paraissait vouloir s'envoler, et même des pilotes chevronnés signalèrent des sueurs froides. Le problème venait de la répartition des masses, qui devenait catastrophique à grande vitesse. Mais ce n'était pas tout. Il existait un autre problème, bien plus dangereux, qui entretenait les propriétaires de Miura dans une angoisse permanente. Les voitures prenaient feu, régulièrement, partout. Les 4 carburateurs triple-corps Weber étaient installés directement au-dessus des 12 bougies d'allumage et des culasses brûlantes. Quand les flotteurs des carburateurs tombaient en panne ou que des impuretés pénétraient dans les soupapes, l'essence se mettait à goûter directement sur les câbles d'allumage incandescents. Le résultat était prévisible et dévastateur. De nombreux propriétaires installèrent des bacs de récupération sous les carburateurs et des systèmes d'extinction dans le compartiment moteur, mais de nombreuses Miura partirent malgré tout en cendres. Même des exemplaires flambant neufs n'étaient pas à l'abri. Était-ce le prix à payer pour la beauté et la vitesse ? Lamborghini réagit en janvier 1969 avec le modèle amélioré P400 S, le S signifiant Spinto, ce qui veut dire affiné en italien. Les ingénieurs avaient tiré les leçons de leurs erreurs, du moins en partie. De nouveaux profils d'arbre à cames et de plus grands collecteurs d'admission portaient désormais la puissance à 370 chevaux, 20 de plus qu'auparavant. La boîte de vitesse fut rendue plus silencieuse, les lève-vitres électriques devinrent de série, l'habitacle reçut un sellerie en cuir et une nouvelle console centrale. Le système d'échappement fut revu, ce qui permit d'agrandir le coffre avant. Extérieurement, le modèle S se para de filets chromés autour des vitres et des phares, et les fameux cils au-dessus des optiques devinrent sa signature. Entre 1969 et 1971, Lamborghini vendit 338 exemplaires du modèle S, soit plus que toute autre version de la Miura. La preuve que les améliorations portaient leurs fruits. Mais pendant que Lamborghini s'efforçait de corriger les défauts de jeunesse de la Miura, Ferrari et Maserati avaient soudainement l'air d'un autre âge. Les 2 marques avaient dominé le marché du sport automobile pendant des décennies, mais voilà que ce nouveau venu de Sant'Agata Bolognese leur volait la vedette. Ferrari n'avait pas de réponse. Ses voitures de sport à moteur avant faisaient soudain figure de reliques d'une ère révolue. Enzo Ferrari détestait l'admettre, mais les jeunes rebelles de Lamborghini
avait créé quelque chose que ses propres ingénieurs avaient laissé passer. Il faudrait attendre 1973 pour que Ferrari présente la Berlinetta Boxer, sa première voiture de route à moteur central. Maserati suivit en 1971 avec la Bora. Ces deux voitures étaient des réponses directes à la Miura et elles arrivèrent toutes deux trop tard. L'avance prise par Lamborghini était irrattrapable. Curieusement, le marché allemand resta d'abord sceptique. Les ingénieurs posés de Stuttgart et de Munich voyaient dans la Miura un prototype inachevé, un Capharnaüm italien sur 4 roues. Porsche continuait à miser sur la 911 à moteur arrière, une architecture qu'ils estimaient supérieure. Mais c'est précisément ce scepticisme allemand qui rendait la Miura encore plus désirable. La conduire, c'était ne pas être un homme d'affaires conservateur, mais un viveur, un rebelle, quelqu'un qui acceptait de prendre des risques. Au début des années 70, quelques Miura furent importés en Allemagne, principalement à Munich et Hambourg, où de riches entrepreneurs les achetèrent comme ultime symbole de réussite. Les prix en Allemagne étaient astronomiques, plus de 200 000 marks pour un modèle S, presque le double d'une Porsche 911. Mais toutes les histoires ne se terminèrent pas bien. Le légendaire pilote d'essai Bob Wallace, l'un des 3 créateurs originaux de la Miura, ne put résister et construisit en 1970 un prototype de course extrême baptisé Jota, d'après la prononciation espagnole de la lettre J, qui renvoyait au règlement de course FIA appendice J. Wallace supprima tout ce qui était superflu, remplaça les pièces en acier par de l'aluminium, installa des roues plus larges, ajouta un béquet avant et porta la puissance à plus de 400 chevaux. Le résultat était une machine qui pesait plus de 360 kg de moins qu'une Miura de série. En avril 1971, la Jota fut vendue à un pilote privé. Quelques mois plus tard, il eut un accident sur le boulevard périphérique de Brescia, alors non encore ouvert à la circulation. La voiture fit des tonneaux et, comme cela arrivait si souvent avec les Miura, prit immédiatement feu. L'unique Jota brûla entièrement. Seules quelques répliques rappellent aujourd'hui l'existence de cette pièce unique légendaire. En 1971, Lamborghini présenta l'évolution ultime de la Miura, la P400 SV, les lettres SV signifiant Spinto Veloce, soit affiné, rapide. Ce modèle devait au départ rester une édition limitée réservée aux clients VIP, mais la demande fut si forte qu'il entra en production régulière. Les ingénieurs avaient tiré les leçons de toutes les erreurs précédentes et créé enfin la voiture que la Miura aurait dû être dès le début. Le châssis fut entièrement revu, les triangles de suspension allongés, ce qui élargissait la voie de presque 4 cm, de nouvelles jantes en magnésium coulé Campagnolo aux dimensions imposantes furent montées, 9 pouces à l'avant, 12 pouces à l'arrière, chaussées de larges pneumatiques Pirelli Cinturato. Le moteur reçut une nouvelle commande de distribution, de plus grandes soupapes d'admission, des carburateurs Weber modifiés et développait désormais 385 chevaux à 7850 tours par minute. Le détail le plus important, les 96 derniers exemplaires SV bénéficièrent enfin de circuits d'huile séparés pour le moteur et la boîte de vitesse, éliminant ainsi le risque catastrophique de copeaux métalliques dans le moteur. N'était-ce pas déjà trop tard ? Sur le plan esthétique, les modifications étaient subtiles mais efficaces. Les fameux cils au-dessus des phares disparurent, les feux arrière furent modifiés, des ailes légèrement élargies enveloppaient les nouvelles roues imposantes. À l'intérieur, le cuir remplaçait désormais de série le vinyle et la qualité de finition progressa considérablement. La SV n'était plus un prototype inachevé, mais une véritable supercar qui tenait enfin ses promesses. L'accélération de 0 à 100 km/h ne prenait que 5 secondes 8. La vitesse maximale atteignait 290 km/h. Entre 1971 et janvier 1973, seuls environ 150 exemplaires SV furent construits, ce qui en fait la plus rare et la plus convoitée de toutes les versions Miura. 21 d'entre eux parvinrent seulement aux États-Unis, dont 13 seulement avec le moteur à carter d'huile séparé. Ces chiffres font de la SV l'une des Lamborghini les plus précieuses qui soient. Mais tandis que Lamborghini perfectionnait la Miura, le monde avait déjà entrevu sa remplaçante. En mars 1971, sur le même salon de Genève où le prototype Miura avait été présenté 5 ans plus tôt, Lamborghini dévoilait le prototype Countach LP500. C'était à nouveau Marcello Gandini qui en avait signé le design.
Mais cette fois, la forme était encore plus radicale, encore plus anguleuse, encore plus futuriste. La Countach, en forme de coin, ressemblait à un vaisseau spatial sur roue et faisait soudain paraître la Miura aux courbes douces, presque sages. L'ère de la Miura touchait à sa fin, mais non sans un dernier grand triomphe culturel. Car un an auparavant, en juin 1969, un film était sorti sur les écrans et allait graver la Miura à jamais dans la culture populaire. L'Orse Bar, connu en anglais sous le titre The Italian Job. La séquence d'ouverture de ce film britannique de casse est légendaire. Une Miura P400 orange glisse le long des routes alpines du Grand Saint-Bernard, conduite par un élégant personnage en lunettes de soleil avec une cigarette. La mise en scène est époustouflante, la musique de Matt Monro est vaporeuse, la Miura est mise en scène à la perfection. Puis soudain, la voiture s'engouffre dans un tunnel, tombe sur un bulldozer placé là par la mafia et est précipitée dans le vide. Des millions de spectateurs dans le monde entier poussèrent un cri. Avait-il vraiment détruit une vraie Miura ? La réponse était non, mais il fallut des décennies pour connaître la véritable histoire. Paramount Pictures avait contacté Lamborghini pour utiliser une Miura dans le film. À Sant'Agata, on retrouva une Miura orange déjà accidentée au Moyen-Orient, dont le moteur avait déjà été retiré. C'est cette épave que l'on précipita dans la montagne. Pour les scènes de conduite, on utilisa une P400 fraîchement sortie de la chaîne de fabrication, châssis numéro 3586 qui venait d'être terminé. Le pilote d'essai Lamborghini Enzo Moruzzi conduisit toutes les scènes, sauf les plans rapprochés en intérieur, tournés avec l'acteur Rossano Brazzi. Moruzzi se souvint plus tard qu'il parcourut plus de 400 km de Bologne jusqu'à Aoste, débrancha le compteur kilométrique pour que les kilomètres supplémentaires ne soient pas comptés, et veilla scrupuleusement à ne pas endommager la voiture. Celle-ci devait être vendue comme neuve après le tournage. Les sièges en cuir blanc avaient été remplacés par des sièges noirs pour le film, mais les appuis-têtes blancs, fixés à la vitre de séparation avec le compartiment moteur, étaient restés parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de les remplacer. On peut les apercevoir dans le film pour qui regarde attentivement. Après le tournage, la Miura orange fut livrée à son premier propriétaire à Rome. Pendant des décennies, des passionnés recherchèrent cette voiture, jusqu'à ce qu'elle soit achetée en 2018 par un collectionneur du Liechtenstein, qui l'envoya à la division de restauration Polo Storico de Lamborghini. Là, grâce aux archives, aux témoignages d'anciens employés comme Moruzzi et à des détails forensiques de l'habitacle, elle fut formellement identifiée comme étant la voiture du film. Elle vaut aujourd'hui plus que jamais. L'impact culturel de la Miura fut immense. Tout constructeur automobile qui, après 1966, voulait créer une supercar devait se mesurer à la Miura. Ferrari mit 7 ans pour répondre avec la Berlinetta Boxer, un flat 12 à moteur central qui fit ses débuts en 1973. Maserati vint en 1971 avec la Bora, également à moteur central. Ces deux voitures étaient des réactions directes à la Miura, et toutes deux arrivèrent trop tard. Même Porsche, qui s'était accroché pendant des années au moteur arrière de la 911, dut finalement admettre que l'avenir était au moteur central. La Miura avait réécrit les règles. En avril 1972, Ferruccio Lamborghini vendit ses parts majoritaires dans l'entreprise. Il avait accompli ce qu'il s'était promis. Il avait montré à Ferrari qui était le patron. Et il avait créé avec la Miura un chef-d'œuvre immortel. La production s'acheva en janvier 1973, après environ 750 exemplaires construits toutes versions confondues. Une ère prenait fin, mais le legs ne faisait que commencer. Pendant des décennies, la Miura vécut dans l'ombre de sa propre révolution. Dans les années 70 et 80, elle était considérée par les collectionneurs comme intéressante, mais pas extraordinairement précieuse. Posséder une Miura à cette époque permettait de la revendre 50 000 à 80 000 $, une somme respectable, mais sans commune mesure avec ce qui allait suivre. Les gens préféraient la Countach aux angles tranchants ou les nouvelles Ferrari. La Miura paraissait soudain douce, ronde, démodée. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que les connaisseurs commencèrent à comprendre ce qu'ils avaient ignoré pendant si longtemps. Il ne s'agissait pas simplement d'une belle vieille voiture de sport, c'était la voiture qui avait tout changé.
En 2012, une SV équipée de la climatisation et du moteur à carter d'huile séparé franchit pour la première fois la barre du million lors d'une vente aux enchères à Pebble Beach, atteignant 1 375 000 $. 3 ans plus tard, une SV de démonstration d'usine atteignit 2 311 000 $ à Amelia Island. Les prix explosaient littéralement. Entre 2011 et 2016, les prix moyens grimpèrent de 167%. Les premiers modèles P400 progressèrent même de plus de 200%. Le record actuel aux enchères pour une Miura s'élève à la somme rondelette de 4 900 000 $. Cette voiture d'exception, une SV de 1972, fut vendue en juin 2024 chez RM Sotheby's, dépassant ainsi le précédent record de 4 256 000 $ établi en 2020. Fait intéressant, cette SV avait une histoire bien chargée. Elle fut transformée en conduite à droite, puis de nouveau en conduite à gauche, appartint un temps au chanteur de Jamiroquai J.K. et fut entièrement restaurée dans un atelier italien. Malgré ce passé peu ordinaire, quelqu'un paya près de 5 millions pour l'acquérir. Ce qui n'était autrefois qu'un classique à 6 chiffres est aujourd'hui une pièce de collection de premier ordre qui approche la barre des 5 millions d'euros. Comment en est-on arrivé là? La réponse est simple, les gens ont finalement compris que la Miura n'est pas seulement une belle voiture, mais le fondement sur lequel toute l'industrie moderne de la supercar a été construite. Mais que sont devenus les hommes qui firent naître ce rêve? Giampaolo Dallara quitta Lamborghini dès 1969 pour concevoir des voitures de course pour Frank Williams. En 1972, il fonda sa propre société, Dallara Automobili, dans sa ville natale de Parme. Son entreprise devint l'un des constructeurs de voitures de course les plus prospères au monde. Dallara construisit des châssis pour la Formule 3, l'IndyCar, les prototypes du Mans et même la Formule 1. Aujourd'hui, à près de 90 ans, Dallara est toujours actif dans la société qui porte son nom. Il a prouvé qu'un jeune ingénieur qui construisait jadis une voiture de sport folle sur son temps libre pouvait marquer toute une industrie. Paolo Stanzani resta plus longtemps chez Lamborghini et devint en 1968 à la fois directeur technique et directeur de la production. Sous sa direction naquit la Countach, la voiture qui succéda à la Miura. Stanzani est considéré comme le père de la Countach, un honneur que peu d'ingénieurs peuvent revendiquer. Il développa également l'Uraco, une 4 places à moteur V8 central. En février 2021, Paolo Stanzani s'éteignit à l'âge de 85 ans. Le monde de l'automobile pleura un homme qui avait créé 2 des supercars les plus emblématiques de tous les temps. Bob Wallace, le pilote d'essai néo-zélandais et le plus fougueux du trio, resta chez Lamborghini jusqu'en 1975. Il développa toutes les Lamborghini jusqu'à la Countach incluse sur la route, kilomètre après kilomètre. Wallace était celui qui construisait les prototypes extrêmes, comme la légendaire Jota, et qui testait le vrai caractère de chaque voiture jusqu'à ses limites. Après son départ de Lamborghini, il travailla comme consultant indépendant et resta fidèle à la marque. En septembre 2013, Bob Wallace disparut à l'âge de 74 ans. Marcello Gandini, le brillant designer qui donna à la Miura son apparence à couper le souffle, devint l'un des designers automobiles les plus influents de tous les temps. Après la Miura, il dessina la Countach, la Lancia Stratos, l'Alfa Romeo Montréal, la première BMW Série 5 et des dizaines d'autres icônes. Gandini travailla toute sa vie chez Bertone et marqua le design des supercars pendant des décennies. Il vit aujourd'hui retiré en Italie. La Miura elle-même a connu une renaissance que personne n'aurait pu prévoir. Le département Polo Storico de Lamborghini propose depuis 2015 des restaurations officielles en usine, complètes avec pièces d'origine et certification. Plusieurs Miura font actuellement l'objet de restaurations minutieuses en Californie et au Texas. Le spécialiste britannique de voitures classiques, Simon Kidston, a récemment publié un ouvrage exhaustif documentant chaque exemplaire jamais construit. L'intérêt pour ces machines n'a jamais été aussi grand. Cette attention va-t-elle provoquer un afflux de Miura sur le marché? Peut-être. Mais une chose est certaine, la Miura restera toujours le roi des taureaux. Sur les 750 exemplaires construits, beaucoup ont disparu, détruits dans des accidents ou, comme c'était si souvent le cas, consumés par les flammes. Chaque Miura encore en vie est aujourd'hui un trésor.
La Lamborghini Miura a prouvé au monde entier que 3 jeunes hommes animés d'une vision pouvaient bouleverser toute l'industrie automobile. Elle a montré que les règles sont faites pour être brisées, que l'impossible devient possible quand on a le courage de le tenter. Aujourd'hui, près de 60 ans après sa présentation, la Miura a toujours l'air de venir d'une autre planète. Ses lignes sont intemporelles, son concept révolutionnaire, son héritage immortel. Chaque supercar à moteur central qui sillonne aujourd'hui les routes du monde, de la Ferrari SF90 à la McLaren 720S, de la Lamborghini Huracan à la Porsche 912, toutes doivent leur existence à la Miura. Car sans la Miura, personne n'aurait osé placer le moteur derrière le pilote. Et c'est peut-être le plus beau compliment que l'on puisse faire à une voiture. Elle a inventé le futur. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à m'écrire dans les commentaires quelle voiture légendaire vous souhaiteriez découvrir prochainement et à vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires passionnantes du monde de l'automobile. À bientôt!